Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Natéag. Le 18 février 2017, les pompiers interviennent dans une maison en feu à Fresno en Californie. À l'intérieur, ils retrouvent le corps d'un homme nommé John Lang. Et quelques semaines plus tard, les autorités annoncent une conclusion qui mettra un terme à cette affaire, John Lang s'est suicidé. Mais le doute va envahir certaines personnes sur les réseaux. Car John Lang a laissé avant sa mort une dizaine de vidéos sur sa chaîne YouTube où il dit être traqué et être surveillé par les autorités de Fresno. Pendant plusieurs mois, il avait documenté ce qu'il pensait être une traque et un harcèlement contre lui. Il avait placé des vidéos de surveillance chez lui et publiait régulièrement le contenu de ces vidéos sur sa chaîne YouTube. Mais que s'est-il vraiment passé dans les derniers mois de la vie de John Lang? Et John Lang s'est-il vraiment suicidé? Pour comprendre cette affaire, il faut revenir un peu en arrière, avant les vidéos, les accusations et l'incendie qui mettra fin à son histoire. John Lang vivait à Fresno, une ville située dans la vallée de la Californie. John Lang n'est ni un enquêteur, ni une personnalité. John Lang est une personne simple, qui a une vie simple, discrète et relativement calme. Comme beaucoup de personnes, il utilise Internet pour partager ses opinions, faire des recherches et discuter avec d'autres personnes. Car avant cette histoire, John Lang était un parfait inconnu qui menait une vie toute simple. On sait qu'il était marié, qu'il a eu une fille, on sait qu'il était mécanicien et qu'il avait une société de réparation de bateaux, dont d'ailleurs sa chaîne YouTube porte le nom de cette entreprise, mais à part ça, nous ne savons pas grand-chose. John Lang a laissé très peu de traces sur Internet, à part sa chaîne YouTube et ses dites vidéos dont on va maintenant parler. À partir de 2015, quelque chose va changer chez John. John commence à affirmer que des choses inhabituelles se passent autour de lui. Au départ, ce n'est pas une grande théorie ou des accusations précises, mais quelques petits détails qui attirent son attention et qui lui posent question. Il parle de comportements étranges, de personnes qui passent régulièrement devant chez lui, ou de situations qu'il juge anormales. Et comme beaucoup de personnes confrontées à un sentiment d'insécurité, John décide de chercher des réponses. Il va alors décider d'installer des caméras de surveillance, que ce soit à l'extérieur de chez lui et à l'intérieur de son domicile. Et les éléments les plus importants de l'histoire de John viendront de ses vidéos de surveillance et des vidéos qu'il va publier sur YouTube. Tout va commencer par une vidéo qu'il publiera le 13 décembre 2015 où il explique qu'une voiture passe régulièrement devant chez lui. Mais ce qui est intéressant dans les vidéos de John, ce n'est pas les vidéos en elles-mêmes, c'est souvent les descriptions qui accompagnent ces vidéos. Je suis pris pour cible par plusieurs services de la ville de Fresno ainsi que par le bureau du shérif de Fresno en raison de commentaires que j'ai publiés sur le site du journal de la ville entre 2009 et 2013. Ces commentaires critiquaient la gestion budgétaire de la police et des pompiers, Fresno Fire, de Fresno. Voilà ce qui est pour lui la source de ses soucis et la base de ses problèmes. Des commentaires qu'il aurait publiés sur le journal de la ville de Fresno suite à un article sur les dérives de la police de la ville. Il explique dans un commentaire qu'il avait surpris la police de Fresno en train de scanner les plaques de véhicules stationnés sur des parkings afin de trouver des défauts d'assurance et pouvoir après les verbaliser. Sauf que cette pratique est illégale. Ils ne peuvent pas scanner les véhicules tant que le véhicule est à l'arrêt. Le véhicule doit toujours être en fonctionnement pour pouvoir le scanner. Et il explique aussi que dans ses commentaires, il rappelle que John Dyer, ancien chef de la police de Fresno en 2004, a été accusé de pédophilie et d'avoir tué son collègue qui voulait dénoncer ces faits. Tout ceci montre qu'il avait déjà des déboires avec la police de Fresno. Et il finit par expliquer qu'il commente régulièrement les articles du journal de la ville de Fresno et qu'il pensait être anonyme et qu'il a appris récemment que certains journalistes gérant le site donnaient des informations personnelles à la police des gens qui donnaient de mauvais commentaires sur ces articles. Et donc, ça serait à partir de là que tout va basculer dans la vie de John. C'est à partir de là qu'il va se persuader qu'il subit une surveillance soutenue de la part de la police de Fresno. Et donc on peut retrouver sur sa chaîne YouTube des vidéos où il affirme que c'est la confirmation qu'il est bien surveillé et traqué par la police de Fresno. Afin de mieux comprendre ce qu'il essaye de nous montrer, regardons ces vidéos et lisons les descriptions, afin de nous faire nous-mêmes notre propre avis sur ces vidéos. Dans cette vidéo, il explique que la personne qui passe devant chez lui avec son chien passe régulièrement pour habituer le chien du voisin à sa présence et ainsi pouvoir plus tard pénétrer plus facilement dans sa maison. Mais quand on regarde cette vidéo hors de contexte, on peut se dire que c'est tout simplement quelqu'un qui promène son chien.
Dans cette vidéo, il explique que l'enregistrement s'arrête à 17h11 minutes et 54 secondes et reprend à 17h31 minutes et 02 secondes, quelques secondes avant qu'il rentre dans son allée. Il dit alors qu'il s'agit d'un piratage, effectué à distance ou de l'intérieur, afin que des gens puissent s'introduire chez lui pendant ce laps de temps de 20 minutes. Mais dans ce nouvel exemple, il est difficile de dire que la caméra a été piratée, car elle a pu avoir un défaut ou alors John a pu couper le passage dans cette vidéo, on ne sait pas. Dans cette vidéo, on voit un van s'arrêter devant chez lui, puis quelqu'un ouvre la porte latérale et on voit une personne avec une caméra. Puis la porte se referme et le véhicule s'en va. Alors effectivement, cette vidéo elle est un peu troublante. D'ailleurs, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur sa chaîne. Mais on peut se dire aussi que ça peut être tout simplement une chaîne de télé qui vient faire quelques plans pour X raisons. D'ailleurs, la journaliste Corinne Hogarth explique dans l'un de ses tweets: J'ai parlé à la compagnie CMAC, ils ont dit reconnaître leur matériel ou un matériel similaire. CMAC est une chaîne de télévision locale de Fresno. Alors effectivement, quand on re-regarde la vidéo, on se rend compte que la caméra ressemble plus à une caméra de télévision qu'à une caméra espion. Dans cette nouvelle vidéo, il filmera un homme s'arrêtant devant chez lui, sortant son téléphone, puis qui retourne à sa voiture. Du coup, John en conclura que la personne était venue l'espionner. Encore une fois, John vivant dans une rue très passante, il est difficile d'en tirer des conclusions. Et comme on peut très bien le voir dans cette vidéo, John a tendance à interpréter des choses qui sont tout à fait banales comme des preuves de sa surveillance et de son harcèlement subi par la police de Fresno. Et donc, on peut logiquement se demander pourquoi John filme des choses aussi banales et les interprète de cette façon. Dans quelques-unes de ces vidéos, on peut trouver certaines explications. Dans la description de cette vidéo, John explique qu'il se trouve chez ses voisins. Il a eu un moment un mauvais pressentiment. Il va alors prétexter d'avoir oublié son portefeuille pour retourner chez lui. Il se dirige alors vers son domicile quand ses deux voisins, George et Maxime, le bloquent à l'entrée de son portail. C'est ce qu'on peut voir sur la vidéo. Il finira par réussir à rentrer chez lui. Il explique après avoir découvert que ses voisins sont d'anciens policiers et qu'il pense qu'ils ont essayé de le bloquer pour protéger quelqu'un qui se trouvait à l'intérieur de son domicile pour fouiller ses affaires et son ordinateur. Dans la vidéo qu'il postera à la suite, il montre des images d'un homme qui aurait pénétré chez lui à 4h45. Dans une autre vidéo, il filme des agents de police se trouvant en face de chez lui et dit dans la description de sa vidéo: Moins de 2 semaines après avoir clos une plainte pour harcèlement policier auprès du service des affaires internes de la police de Fresno via le bureau d'examen indépendant de Richard Rasmussen, j'ai eu le privilège d'assister à un nouvel épisode de la démonstration de force et d'intimidation de la police de Fresno. La Fresno PD a pris position avec audace et arrogance, en formation typique de gang, juste en face de chez moi, pour m'envoyer un nouveau message. Alors dans cette vidéo, on ne peut pas affirmer que les agents de police sont là pour lui, même si, quand on écoute l'histoire de John, ça paraît un peu bizarre. Mais c'est lui qui fait le lien entre sa plainte à la police et le fait que ces agents soient là. Mais il est tout à fait possible que ce soit simplement des agents qui font une pause et la coïncidence fait que ça se trouve en face de son domicile. C'est là qu'est tout le paradoxe des vidéos de John. Car quand on les regarde simplement, on peut les trouver tout à fait banales. C'est quand on les regarde avec la vision de John et les descriptions de ces vidéos qu'on peut y trouver quelque chose d'un peu particulier ou d'un peu bizarre. Un autre exemple, dans cette vidéo, il explique qu'il subit un harcèlement des forces de l'ordre. Mais sur la vidéo, on voit que l'intervention des forces de l'ordre pour arrêter une personne dans une maison voisine à lui et que ce n'est pas chez lui qu'ils viennent faire une arrestation. Donc rien ne peut justifier ces dires dans cette vidéo. Dans d'autres vidéos, il filme simplement des véhicules passés devant chez lui. Mais lui interprète ça comme de la surveillance et des passages suspects.
Et pour finir, dans une dernière vidéo, d'ailleurs la dernière vidéo de sa chaîne, une vidéo qui a fait beaucoup parler les internautes, on y voit un véhicule d'une société de nettoyage de moquettes dont un homme y descend. Patiente quelques instants, regarde à plusieurs reprises en direction de la maison de John, puis se déplace vers la maison des voisins, pour y déposer ce qui semble être un papier ou un prospectus. Et cette vidéo sera reprise par toute une communauté sur internet pour montrer le bien fondé des craintes de John et le fait qu'il soit bien surveillé. Des internautes vont commencer à faire des recherches avec les informations qu'on trouve sur le véhicule. Ils vont trouver un numéro de SIRET, un site internet, un numéro de téléphone et des flyers. Donc, l'entreprise est tout à fait légale et normale. Il n'y a rien de surprenant. Mais ce qui va un peu interroger les internautes, c'est que 3 jours après le décès de John, le site internet ainsi que la ligne téléphonique de cette entreprise va fermer. Et donc beaucoup de personnes vont penser que ce n'est pas une coïncidence. Et donc comme vous pouvez le remarquer, à part quelques points un peu troublants, il n'y a pas grand chose dans les vidéos de John, ni dans les preuves qu'il serait harcelé et suivi par la police de Fresno. Quelques jours avant son décès, John enverra quelques tweets à une journaliste de Fresno. Je voulais juste vous prévenir. S'il m'arrive quelque chose dans les 1 ou 2 jours à venir, ce sera le fait de la police de Fresno, de mon voisin et d'un employé de mon lieu de travail. Corinne, tu veux des nouvelles? Des policiers corrompus de Fresno vont tenter de me tuer ce week-end, peut-être même ce soir. Ce n'est pas une blague. S'il te plaît, suis mon histoire, quoi qu'il arrive et quelle que soit la version que les policiers inventeront. Si je disparais ou si je suis retrouvé mort demain, souvenez-vous de ce fourgon. Je crois avoir vu 2 types se faufiler par la porte latérale pour entrer dans le bâtiment alors qu'il était garé sous l'abri cet après-midi. J'ai causé beaucoup de problèmes à la ville de Fresno ces derniers temps, ce que je regrette aujourd'hui. Et le 20 janvier 2016 arrive ce jour fatidique. Un incendie se déclare dans la maison de John et à leur arrivée, les pompiers trouveront John inconscient dans sa maison. Dans les premiers articles qui parleront de l'incendie de la maison, les pompiers expliqueront qu'ils ont trouvé John étendu sur le sol avec des plaies de couteau à l'abdomen et dans le dos. Le 20 janvier 2016, la maison de John est en feu. Les pompiers et la police arrivent sur place. Après la maîtrise du feu et la découverte de John, et dans l'article du journal de Fresno, qui parlera de l'histoire, ils reprendront les déclarations du lieutenant. 2 mois après la mort de John, un rapport sur l'incendie va sortir dans les journaux et va changer le ton de l'enquête et de la conclusion. Le décès suspect d'un homme de Fresno a été classé comme un suicide. Et donc dans les conclusions de l'incendie, on déclare que John se serait suicidé. D'ailleurs, c'est toujours la cause actuelle de son décès. Alors là, vous devez vous dire, mais attends, il n'y a pas le policier puis les pompiers qui ont déclaré qu'il avait des coups de poignard dans le dos. C'est quand même bizarre de se suicider en se poignardant dans le dos. Et puis compliqué à faire. Je suis tout à fait d'accord avec ces conclusions. C'est d'ailleurs une question que je me suis posée. Mais essayons de mieux comprendre ce qui s'est passé. Pour mieux comprendre, regardons le rapport d'autopsie du décès de John. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses bizarres. Le rapport d'autopsie de John est facilement trouvable en ligne. Et d'ailleurs, je vous mettrai les liens en description si vous souhaitez aller le consulter. Le rapport d'autopsie fut rédigé par Loretta Andrew. Et donc, dans le rapport, il n'y a pas de doute, John est mort. Et il s'est suicidé avec l'inhalation de fumée due au feu qui se propageait dans sa maison. Mais quand on lit attentivement, on peut voir qu'il y a un autre facteur qui est noté, multiples coups de couteau. On voit que dans l'inventaire des affaires qu'avait John sur lui, on peut retrouver un t-shirt noir et un jean qui se trouvaient sous lui dans le sac funéraire qu'il a transporté jusqu'à la salle d'autopsie. Et on peut aussi lire dans ce rapport que ce t-shirt noir ne portait aucune trace de déchirure ou de choses qui pouvaient ressembler à des coups de couteau. On peut aussi lire dans le rapport que la police a rapporté 2 couteaux, un couteau style japonais et un couteau style couteau à pain. Et donc selon le rapport, le couteau avec lequel John se serait poignardé serait le couteau à pain. Alors effectivement, le choix du couteau à pain est surprenant, on ne penserait pas à ça dans une première utilisation, mais bon.
Mais ce qui est aussi surprenant dans ce rapport et ces coups de couteau, c'est que les coups de couteau présents dans le dos de John, dont avait déclaré le lieutenant Gomez dans les premières constatations, ne sont plus présents dans ce rapport. Et ça, c'est assez surprenant quand même. Parce que pourquoi les policiers et les pompiers ont déclaré avoir vu des traces de coups de couteau dans le dos de John, mais elles ne sont plus présentes? On peut quand même penser que la police et les pompiers sont capables de reconnaître des coups de couteau sur le corps d'un homme. Et surtout, les déclarations qu'avait fait le porte-parole dans les premières constatations, c'est que ces blessures avaient l'air superficielles. Elles ne le sont plus trop apparemment. Car quand on dit blessures superficielles, on dit des blessures peu profondes. Mais le rapport n'explique pas ça du tout. On peut lire qu'on retrouve sur la partie antérieure du torse 3 blessures dues à des coups de couteau qui ont perforé la paroi. On apprend un peu plus bas que la blessure était linéaire, mais qu'elle n'a pas pénétré le cœur. Pour le détail, elle explique qu'elle a pénétré le corps en perforant le stérum, puis la partie antérieure du péricarde jusqu'au haut du ventricule droit du cœur. Et du coup, quand on lit ça et qu'on repense aux premières déclarations qu'avaient fait la police et les pompiers, ça n'a pas l'air du tout d'être des blessures superficielles, contrairement à ce qui avait été dit. Et ça, c'est encore une chose troublante dans les déclarations. Et donc du coup, si on essaie de comprendre le déroulement qui s'est passé au moment de l'incendie de la maison de John, donc John aurait pris un couteau à pain, se serait poignardé à 3 reprises profondément dans le corps, puis aurait mis le feu à sa maison. Déjà, c'est un peu surprenant. Et surtout, dans le rapport d'autopsie, il disait qu'il n'y avait aucune trace de coup de couteau sur le t-shirt de John. Donc cela entend dire que John, au moment où il s'est poignardé, il n'avait pas donc de t-shirt. Mais dans le rapport d'autopsie, on peut lire une autre chose qui étonne et qui va à contresens de ce que je viens de dire. Dans le rapport d'autopsie, on peut lire que la suie n'était présente que sur son visage, le dessus de ses mains et le dessous de ses pieds. Et donc sur les parties qui étaient non couvertes par des vêtements. Et donc cela veut dire que John, au moment de son décès, était habillé. Donc si on comprend un peu mieux la logique dans laquelle il aurait procédé, ça veut dire qu'il aurait soulevé son t-shirt, se serait poignardé 1 fois, 2 fois, 3 fois, il aurait remis son t-shirt, puis il aurait mis le feu à sa maison. Le déroulé des événements est de plus en plus surprenant. Alors on peut se dire que peut-être qu'il était sous substance ou sous alcool quand il a fait tout ça, ce qui pourrait expliquer certaines choses. Eh ben non, dans le rapport d'autopsie, on peut remarquer qu'il n'y avait ni drogue ni alcool dans son sang. Donc il était pleinement conscient de ses actes et de ce qu'il faisait. Et donc pour finir, vous l'avez peut-être oublié, mais rappelez-vous que John a beaucoup de caméras chez lui, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de sa maison. Et donc on peut se dire que peut-être que l'une de ces caméras a filmé ce qui s'est passé ce jour-là. Eh ben non, parce que du coup ces caméras ont cessé de fonctionner la veille, pour on ne sait quelle raison, donc il n'y a aucune image de ce qui s'est passé ce jour-là. Dans des déclarations que feront les agents de police de Fresno, ils diront qu'ils ont trouvé des images de la veille où qu'on voit John dans son canapé portant un couteau. Mais ces images, on les a jamais vues et on ne sait pas vraiment si elles existent. Voilà ce que j'avais à dire sur cette histoire tout à fait troublante. Maintenant, à vous d'en tirer les conclusions avec les informations que je vous ai données et puis faire vos propres recherches. J'essaierai de mettre en description le maximum d'informations que j'ai trouvées, enfin les liens vers ces informations-là. Et donc la seule vraie question qu'on peut se poser pour finir cette vidéo, c'est est-ce qu'il a subi une conspiration contre lui ou alors est-ce que John était vu ce paranoïaque? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire et ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, moi ça m'aide beaucoup. Et puis si vous voulez savoir quand sortiront les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon je suis tous les soirs en stream sur la plateforme Violette et sur YouTube où je joue à des jeux vidéo, donc n'hésitez pas à venir me voir et me faire un petit coucou si vous aimez les jeux vidéo ou si vous voulez juste venir discuter, je vous accueillerai avec plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne soirée si c'est la soirée, bonne journée si c'est la journée et surtout prenez soin de vous.